Un matin de juin 2021, j'étais assis à ce bureau, je venais de résilier mon abonnement Obsidian et supprimer du même coup des centaines de prises de notes que j'avais mis des années à écrire. Et la première chose que j'ai ressentie, c'était le soulagement. Le soulagement de savoir que j'allais enfin pouvoir retenir durablement mes lectures. Mon second cerveau que j'avais créé avec toutes ces notes allait enfin laisser la place à mon premier cerveau, le seul qui nous intéresse vraiment. Et depuis, j'ai créé un système de prise de notes qui transforme mécaniquement mes lectures en connaissances durables, dont je peux me souvenir pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et aujourd'hui, je te montre en détail, avec des exemples concrets, comment il fonctionne. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'Obsidian, parce que c'est le logiciel de prise de notes que j'ai utilisé pendant plusieurs années. Mais tout ce que je vais pouvoir vous dire s'applique à tous les systèmes dits Zettelkasten, c'est-à-dire la méthode de prise de notes bien spécifique dont on va parler, qui peut être utilisée aussi avec d'autres logiciels de prise de notes comme Notion, Google Docs ou quoi que ce soit d'autre. Donc si vous avez ces outils, tout ce que je vais dire s'applique tout autant. Donc peut-être que comme moi à l'époque quand j'ai résilié mon abonnement, tu prends des notes depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. Ces notes, tu y intègres des informations pertinentes que tu reformules dans tes lectures, des espèces de passages importants dont tu aimerais te souvenir pour ton métier, pour ton activité ou simplement pour ton épanouissement intellectuel personnel. Ça fait plusieurs années quand même que tu fais ça, en tout cas pas mal de temps, et ces notes, tu as essayé de les développer, c'est-à-dire de les enrichir, d'augmenter des informations. Peut-être que tu as essayé de mettre en forme, c'est-à-dire mettre des couleurs, mettre des liens, etc., créer des connexions. Peut-être même que tu essayes de les relire de temps en temps, mais la plupart du temps, tu n'as pas vraiment envie de les relire, et même tu ne le fais presque jamais, comme tout le monde. Et même grâce à ces outils, tu as réussi à pouvoir créer des espèces de catégories de fiches de lecture, peut-être par thème, peut-être par les thèmes qui t'intéressent, peut-être par les sujets dans lesquels tu as envie de te développer, que ce soit de l'histoire, de la philosophie, ou alors des compétences. Bref, tu y passes du temps, tu as essayé d'améliorer tout ça, et malgré tout, tu fais face aux problèmes face auxquels moi j'étais, c'était que si je devais te demander quelles étaient les idées clés d'une lecture que tu as faite, pas il y a 6 mois, pas il y a 2 ans, mais peut-être il y a un mois et demi, eh ben tu serais dans cette difficulté assez critique de se dire, mais en fait, je ne sais pas quelles sont les idées clés de ma note. J'ai besoin de la relire pour t'en dire quelque chose. Peut-être pourrais-je te dire deux, trois mots-clés, peut-être deux, trois idées un peu vagues, mais ça n'irait pas plus loin. Et peut-être que face à ça, la chose que tu te dis depuis tous ces mois ou toutes ces années, c'est que tu dois faire mieux. C'est que tu dois continuer à prendre des notes sur ce logiciel, qu'en continuant à faire ces notes un moment, peut-être par magie, tu commenceras à les retenir, et tu te dis que, en fait, d'une certaine manière, la faute vient de toi, c'est-à-dire que c'est toi qui ne fais pas assez le travail, que tu dois en faire plus. C'est un mensonge. La première raison pour laquelle tu ne mémorises pas tes lectures, c'est d'abord à cause de ce problème-là, c'est-à-dire un clavier. Un clavier est fondamentalement, d'un point de vue cognitif, anti-mémoire. Pourquoi? Parce que le clavier implique une écriture, une prise de notes que l'on va appeler, d'un point de vue technique, linéaire. Tu vas devoir écrire souvent avec des lettres, alors que ce qui dynamise ta mémoire, c'est la spatialisation. C'est l'exercice de visualisation et de non-linéarité, qui permet à ta mémoire de s'exprimer, de se connecter avec l'information qui t'intéresse, donc de n'importe quelle manière que ce soit c'est des reformulations à travers des formes, à travers des hiérarchies de pensée, à travers des ratures, à travers des connexions, etc. Ça, c'est un ensemble de choses que les logiciels de prise de notes non pas t'empêchent à faire, certains essayent de te pousser à le faire, mais la plupart du temps, ce sont juste de l'écrit après de l'écrit, comme des pages Word, on a des paragraphes, etc., etc. Donc structurellement, le clavier et tous les logiciels de prise de notes où tu vas devoir écrire comme ça sur un clavier numérique ou sur un clavier physique sont contre ta mémoire. Mais ça, ce n'est que la première couche du problème. C'est une des causes principales, mais c'est une cause qui, on va le voir, a des conséquences bien plus graves et qui t'empêche de retenir quoi que ce soit. Parce que le deuxième problème, il est plus grave et plus pernicieux, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que c'est un problème parce qu'on nous le vend, en tout cas ces logiciels, le vendent comme étant un atout. C'est précisément le concept de second cerveau. Et plutôt que de vous le dire à travers mon expérience, je vais vous le dire à travers un commentaire qui m'a été laissé sur la dernière vidéo que j'ai posté, qui parlait précisément de ce sujet. Quelqu'un qui utilise Obsidian, qui a un Obsidian bien structuré, dont on a l'impression qu'il y passe un peu de temps, en tout cas bien structuré, et qui malgré tout nous dit « Franchement,
ça n'a aucun effet sur ma mémoire, je n'arrive pas à en retenir, sauf parfois certaines notes. Cette situation, elle est très paradoxale parce que on nous a vendu le fait que accumuler des informations sur un ordinateur, sur un outil qui va les sauvegarder pour nous, ça va nous permettre de créer un second cerveau qu'on va pouvoir utiliser et qui va, d'une certaine manière, pouvoir dynamiser notre premier cerveau, nous facilitant la tâche de mémorisation. Note après note, vous allez voir ce second cerveau, cet ensemble de notes que vous allez accumuler sur ce logiciel grandir et vous allez vous dire, par association, parce que c'est ça qu'on essaye de vous vendre, que plus votre second cerveau augmente, plus votre premier cerveau s'améliore aussi. Or, il y a un biais cognitif qu'en sciences de l'apprentissage, depuis une quarantaine d'années, les études le montrent et montrent pourquoi ces outils de second cerveau ne permettent pas de retenir et même jouent contre vous d'un point de vue de la rétention et de la mémorisation. C'est précisément que le cerveau, votre premier cerveau, une fois qu'il sait qu'une information que vous voulez vous stocker dans le premier cerveau, mais qui sait que cette information est stockée ailleurs, et d'une bien meilleure façon, parce que quand vous allez écrire votre note sur Obsidian, elle sera telle qu'elle, même dans 15 ans, même dans 20 ans, votre premier cerveau va vous dire pourquoi est-ce que j'aurais besoin de retenir cette information si elle est déjà stockée et accessible. Et c'est un biais qui semble extrêmement simple, mais qui est extrêmement puissant. Votre cerveau, vous lui externalisez, vous déléguez, vous délocalisez d'une certaine manière la tâche de mémorisation à un ordinateur, à un smartphone. Or, c'est pas du tout ce que vous vouliez faire. De base, si vous utilisez ces logiciels, c'est parce que vous vouliez que vos premiers cerveaux travaillent d'une meilleure manière que le second. Et ça nous mène au troisième problème, peut-être le plus structurel. Je me souviens qu'en 2020, un an avant d'avoir résilié mon abonnement Obsidian, j'étais à fond dans la géopolitique du Moyen-Orient. J'avais sur mon Obsidian littéralement des dizaines de fiches, de lectures, de conférences que j'étais allé voir, extrêmement bien travaillées. J'avais fait des synthèses de cours, j'avais pris des fiches de cours à Normal Sup, etc. Et j'avais vu mon Obsidian grandir et j'étais vraiment dans une phase où je me disais, là je travaille bien et je sens que intellectuellement je me développe, etc. Évidemment, Obsidian, peut-être que ceux qui ne connaissent pas l'outil le savent, mais en tout cas, Obsidian aime nous montrer notre second cerveau. C'est-à-dire qu'on nous montre un espèce de graphique neuronal où on voit toutes ces notes. À chaque fois qu'on ajoute une note, elles s'accumulent, elles s'interconnectent entre elles automatiquement, et on a l'impression de voir donc ce second cerveau s'agrandir et notre expertise s'agrandir, puisque précisément c'est nous qui avons fait ces notes, donc si elles s'agrandissent ici, pourquoi est-ce qu'elle ne s'agrandirait pas ici aussi? Et je me souviens avoir discuté avec un professeur à l'époque, enfin la personne qui m'a encadré dans le cadre de mon mémoire, et je me sentais assez sachant en tout cas sur ce sujet. Et en fait, il m'a testé en quelques questions, etc. Et j'étais complètement ridicule sur des sujets pourtant sur lesquels j'avais fait des fiches vraiment développées. Et je m'étais rendu compte de l'illusion complète de ma compétence face à lui. Et il m'a dit, mais en fait, c'est bien que tu aies fait plein de fiches, etc. Mais ces fiches, elles sont sur ton ordinateur. Et ton ordinateur, c'est pas toi. Or, toi, ce que tu veux, c'est que ce soit ton esprit qui les connaisse, pas ton ordinateur. Et c'est là où j'ai compris l'illusion totale de compétence que créent ces outils. Vous allez associer mécaniquement votre second cerveau, sa taille, sa profondeur, sa complexité, à votre premier cerveau. Et cette association va vous faillir. Vous allez penser que vous sachez, que vous connaissez, que vous comprenez mieux un sujet, mais en réalité, ce n'est pas votre premier cerveau, c'est votre second cerveau qui se développe, pas votre premier. Et malheureusement, vous allez avancer dans le temps avec l'illusion de connaître des choses, or, vous n'allez pas vous rendre compte que vous vous rendez progressivement de plus en plus esclave à cet outil, puisque si vous êtes honnête avec vous, si vous avez besoin de connaissances, vous allez devoir aller sur l'outil pour avoir ces connaissances, ou alors même sortir une intelligence artificielle et lui poser des questions, et vous allez vous rendre compte que toutes ces années, et toutes ces dizaines d'heures à écrire des fiches, à essayer de les relire, etc., elles n'ont été d'une efficacité finalement nulle. Et c'est là le point de départ de ma méthode, du système que j'ai créé, qui était de dire on va arrêter ça et on va recommencer le vrai travail qui va permettre à notre mémoire de changer et de corriger tous ces problèmes. Ce système, je vais te l'expliquer en étapes chronologiques que tu peux appliquer dès la fin du visionnage de cette vidéo pour que ce soit plus simple à intégrer dans ton quotidien. La première étape, elle est radicale,
est peut-être un peu paradoxale, mais c'est à mon sens la plus décisive, c'est-à-dire supprimer, tuer ton second cerveau. Alors tu vas me dire, pourquoi est-ce que je ferais ça? Ça ne me coûte rien d'avoir mon second cerveau et de commencer à développer le système de prise de notes que je vais te montrer dans cette vidéo avec un carnet, avec un template de prise de notes qui va te faire vraiment travailler ton premier cerveau. Le problème, c'est que il y a encore une fois un piège à cela, c'est-à-dire la charge mentale, alors pas la charge mentale telle qu'on a l'habitude de l'entendre aujourd'hui, mais plutôt ce qu'on va appeler l'espèce de dette cognitive que tu vas associer à ce second cerveau. Une anecdote, moi, en 2021, c'était la deuxième fois que j'avais essayé d'abandonner Obsidian, puisque, en fait, fin 2020, j'avais déjà essayé d'abandonner le logiciel, mais je continuais à garder, sauvegarder cet ensemble de prises de notes, parce que je me disais, j'ai fait tout ce travail, pourquoi est-ce que je le supprimerais? Et en fait, c'est un mensonge. Ces notes-là que tu as accumulées, on a bien vu que tu ne les possédais pas dans ton esprit. Donc, d'une certaine manière, ton esprit va se dire, oui, mais il y aura toujours ce travail qui aura été là, et peut-être qu'à un moment, tu vas te dire, mais il faudra que je le reprenne, c'est qu'en fait, je l'avais mal fait, etc. Or, précisément, si tu as compris les trois principaux défauts qui, cognitivement, jouent contre ta mémoire qu'on a vu en début de cette vidéo, tu comprends que quoi que tu fasses avec ces outils, ils ne sont pas orientés sur ta mémoire. Ils sont des outils de stockage, pas des outils de mémorisation. C'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo. Note de stockage, c'est le second cerveau, c'est l'outil qui fait le travail de mémorisation à votre place. À l'inverse, note de mémorisation, c'est votre mémoire qui fera le travail de mémorisation. Alors, précisément, ici, on veut créer une vraie cassure. On veut dire et mentionner clairement à notre cerveau qu'à partir de maintenant, c'est à lui de faire le travail et ce travail ne sera plus délégué, plus jamais. Vous pouvez, ce que je vous recommande, imprimer ces fiches de notes. Elles pourront être utiles typiquement à refaire, à réécrire sur votre carnet qu'on va voir plus tard. Mais gardez ces choses-là, essayez d'aller les relire de temps en temps, essayez de les reprendre, etc. C'est un piège. C'est un piège parce que ils vont toujours vous faire croire que vous pourrez mémoriser grâce à leurs outils. Or, ce n'est qu'un moyen de vous prendre votre argent, de vous prendre votre temps et votre énergie. Et ça, évidemment, c'est pas dans notre intérêt. La deuxième étape de ce système de prise de notes, c'est de passer à l'écrit, au papier et au crayon, et d'utiliser un template de prise de notes, c'est-à-dire une structure de notes que vous allez pouvoir réutiliser quel que soit le sujet qui vous intéresse, quel que soit le livre, quelle que soit sa thématique, etc. Et de pouvoir prendre cette note, d'utiliser ce template qui sera, lui, optimisé pour de la mémorisation de votre premier cerveau. Alors, ce template de prise de notes, moi je l'ai appelé le template PAE. On va voir ce que signifie cet acronyme. Je l'ai construit en le basant sur les sciences de l'apprentissage. Il est orienté sur ce qu'on va appeler la dimension applicative de la mémoire. Et c'est ce que j'utilise avec les personnes avec lesquelles je travaille, avec les professionnels dans le Prisme. Et donc ici, je vais vous donner en détail comment il fonctionne avec un exemple concret que j'avais utilisé pour ma vidéo sur Calvino qui vous avait beaucoup plu. La première partie de la note PAE, c'est la partie P donc qui signifie problématiser. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, probablement quand vous prenez des notes sur vos logiciels de prise de notes, vous faites des notes qu'on va appeler dites thématiques. C'est-à-dire que vous dites « Ah tiens, là c'est intéressant, je viens de lire tel livre de développement personnel qui parle de la confiance en soi ». La confiance en soi vous intéresse ce jour-là et vous allez vous dire, bah là j'ai remarqué qu'il me donne des techniques sur de la confiance en moi et donc vous allez noter un petit peu les techniques, vous allez donner des exemples, etc. Le premier problème quand vous n'avez pas de problématique, c'est que vous n'allez pas générer ce qu'on va appeler en sciences de l'apprentissage l'effet de génération d'attente, c'est-à-dire le fait que votre cerveau, à partir du moment où vous lui posez un problème à répondre, par exemple sous forme de questions comme là on va le faire, eh ben, il va se mettre en mode recherche active. C'est mécanique dans le fonctionnement neuronal, et il va filtrer l'information pertinente dans ce que vous lisez pour trouver les informations qui répondent le mieux à cette problématique. Et il va pouvoir, en faisant ce travail de trouver les informations pertinentes, eh ben, les mémoriser beaucoup plus facilement puisqu'il va comprendre leur utilité vis-à-vis du problème. Et ça, c'est très intéressant parce que si vous ne le faites pas, vous perdez énormément en mémorisation. Donc comment est-ce que ça s'applique dans le cadre d'une vidéo, enfin dans le cadre d'une note PAE sur le livre « Pourquoi lire les classiques » d'Italo Calvino?
Eh ben, moi, la question, la problématique, le critère premier qu'il doit avoir et que vous devez utiliser, c'est la connexion à vous-même, c'est-à-dire le caractère personnel de cette problématique. Comment est-ce que ça s'applique? Moi, quand je me suis lancé dans la lecture de Calvino, Pourquoi lire les classiques, je souhaitais répondre à une question qui, moi, me touchait particulièrement, et toute problématique que vous allez noter doit vous toucher, vous, personnellement. Quand je dis qu'elle doit vous toucher, c'est qu'elle doit répondre à un vrai problème de votre quotidien, à une vraie question que vous vous posez. Pas des choses qui sont artificielles, pas des choses que vous trouveriez intéressantes d'être intéressé par ce genre de choses, mais vraiment des choses qui vous intéressent profondément. Arrêtez de vous mentir en vous posant des fausses questions. Si vous n'êtes pas intéressé par la physique quantique, vous pouvez vous poser n'importe quelle question sur le sujet et faire des fausses problématiques, vous ne retiendrez rien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science de l'apprentissage. Alors, comment est-ce que ça fonctionne donc? Et ben moi, la question à laquelle je souhaitais répondre, c'était comment lire les classiques pour qu'ils nourrissent ma pensée? Moi, on m'a toujours enseigné, c'est ce que je dis dans la vidéo, que les classiques, c'est incroyable, c'est des livres qu'il faut lire, etc., etc. Mais en fait, on m'a jamais appris comment en faire des outils pour que je pense mieux. Et donc précisément, c'était un truc qui m'avait touché, et c'est ce que je disais dans la vidéo. Et aujourd'hui, je voulais voir comment est-ce qu'on pouvait faire une lecture des classiques pour qu'ils nourrissent ma pensée. Donc on sent que c'est une problématique qui va vraiment m'aider à, qui va vraiment structurer et à laquelle je vais essayer de répondre. Et vous allez voir que je développe un petit peu. Voilà, je dis en dessous, dans l'encadré, je dis l'école dit que les classiques, c'est des livres qui sont à citer, d'une certaine manière, c'est de la culture générale, voilà. Et moi, je pense que les classiques, ça m'aide à penser. Et quand je dis penser, vous voyez qu'autour du mot penser, dans la problématique, je donne un petit peu des applications concrètes de ce que ça devrait être. Ça peut m'aider à connecter, ça peut m'aider à comprendre, à critiquer, à argumenter, etc., etc. Passons à la deuxième phase du PAE, la phase la plus grande qui généralement va vous prendre environ 70% de la note, c'est de la phase d'assimilation. Ici, tout ce qu'on va faire, c'est de fermer le livre, fermer le support duquel vous souhaitez extraire de l'information. Donc si vous êtes en train de regarder une vidéo, eh ben vous fermez la vidéo après l'avoir vue et de tête, vous allez essayer de remobiliser des informations pertinentes. Si c'est un livre, vous le refermez, etc. Et ici, on va utiliser tous les outils à votre disposition qui vous permettent de faire un travail avec cette information. En sciences de l'apprentissage, ce travail, qui peut être sous forme de reformulation, de visualisation, de représentation, de connexion, bref, plein d'outils possibles à votre disposition pour vous permettre de travailler avec cette information pour pouvoir la mémoriser. Ici, le fait de fermer le support, ça va faire du retrieval practice, c'est-à-dire un acte de récupération active de votre cerveau qui va faire travailler sa mémoire. C'est pour ça qu'on veut que le support soit fermé. Évidemment, s'il vous manque des informations, vous allez retourner aller les chercher par la suite. Mais ici, comment est-ce que je vais m'y prendre? Ce travail d'assimilation, il peut se faire sur 10 pages, comme sur 50 pages, comme sur 100 pages du livre, mais c'est juste un travail de synthèse et de représentation qui va nous être posé. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par scinder les deux modes de lecture d'un classique, c'est ce que vous voyez à côté du petit 1. J'ai dit qu'en gros, en tout cas c'est ce que Calvino nous montrait, c'est qu'il y a la vision scolaire, une vision passive, où en fait un classique c'est un truc à connaître, avec un titre, un auteur, un protagoniste et de l'histoire. Or Calvino nous dit, lui, que lire un classique, c'est faire une enquête grâce à une question, et que il doit y avoir cette logique du lecteur d'extraction, c'est-à-dire extraire une morale personnelle, une leçon, des principes de vie, et ça, ce sont précisément des choses qui vont nourrir sa pensée, et donc ça répond à ma problématique qu'on a vue dans la partie P. On est vraiment dans une logique, si j'ai une morale personnelle à la fin de lire un classique, on peut considérer qu'effectivement, je vais peut-être mieux penser des prises de décision que je vais avoir dans ma vie, des choix de vie, des relations que je vais choisir de développer, etc. Et je vais connecter ces deux modes de lecture à un test que j'ai fait, voilà, un espèce de mini-exercice pratique au sein de ma note, qui va me permettre de me tester sur des classiques que j'ai lus, et de voir quels sont un petit peu de conclusions, de extractions que je peux en faire, de différentes, en fonction de si j'ai une lecture scolaire, que j'avais vu dans mon premier graphique là-haut, ou alors, à droite, si j'en faisais une lecture calvinienne.
Eh ben, le test, en fait, a été très concluant, puisque cette fiche que j'ai faite, vous pouvez le voir en haut à droite, que j'ai faite le 27 décembre 2025, à savoir 2-3 mois avant de tourner la vidéo. Et ben, ce test-là, eh ben, j'ai pu me souvenir du passage sur Belle du Seigneur, dont j'ai pu reparler dans ma vidéo, sans avoir relu la note PAE. Ça vous montre l'efficacité en termes de mémoire que ça peut faire. Donc voilà, si on lit Crime et Châtiment avec une lecture scolaire, eh ben on va se dire Raskolnikov commet un meurtre et sombre dans la culpabilité. Bon, c'est bien sympa, mais on sent que c'est du Wikipédia tout craché, un espèce de bachelier qui passe son bac de français et qui n'a pas trop eu le temps d'apprécier l'œuvre. En même temps, on lui a pas trop laissé le temps. Pour Calvino, ça va être une logique complètement différente. Si on relit Crime et Châtiment avec un esprit reposé et une certaine lecture, on va pouvoir se dire que l'idéologie sans limite peut mener au crime. Et se croire au-dessus détruit l'homme. Très intéressant. Don Quichotte, on va pouvoir se dire, bah voilà, il confond fiction et réalité. La tarte à la crème un peu classique qu'on nous sort sur Don Quichotte. Et en fait, si on en fait une lecture approfondie, on peut se dire, ah oui, mais en fait, Don Quichotte, ses croyances filtrent un petit peu le réel. Il aime voir le réel en fonction de ce qu'il croit, et ça l'arrange bien. Et d'une certaine manière, on voit ce que l'on veut voir. Moi personnellement, je trouve ça intéressant et je trouve que ça peut s'appliquer dans mon quotidien. Et Belle du Seigneur, voilà, on va pouvoir se dire que c'est une histoire d'amour fou entre Ariane et Solal, le classique. Mais si on en fait une lecture calvinienne, on va pouvoir se dire que le désir fabrique une fiction. On n'aime pas l'autre, on aime l'image qu'on se fait d'autre. Et même en dessous, voilà, là, on a plutôt un travail de connexion où je vais mobiliser la thèse de René Girard, évidemment, un sociologue que j'aime beaucoup. Enfin, sociologue, qu'est-ce que je dis, triangularisation du désir, et qu'on va pouvoir connecter juste au-dessus à Don Quichotte. Bref, peut-être que ça vous semble clair ou pas clair, mais l'idée c'est qu'ici on fait un travail d'assimilation, c'est-à-dire faire tout ça de tête sans avoir Calvino sous les yeux, de repartir sur des classiques que j'ai lus peut-être il y a plusieurs mois, il y a plusieurs années, me souvenir de comment je les avais lus quand j'en avais fait une lecture un peu scolaire, et me dire ce que je pourrais en tirer d'autres si j'avais une lecture plus approfondie qui visait à nourrir ma pensée. Et ben là, on a un vrai travail d'assimilation qui est fait, un vrai travail profond. Où maintenant je saurai, quand je me replongerai face à un classique, quels sont le mode de lecture à privilégier et le mode de lecture à surtout éviter. Voilà, ça c'est un travail d'assimilation, on a vraiment travaillé avec l'information qui nous intéressait, et on a de la matière pour répondre à notre problématique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et plutôt que de faire une conclusion, plutôt que de partir et de laisser la note comme ça, on va passer à la phase d'exécution, c'est-à-dire la phase qui va rendre ces connaissances vraiment ancrées dans votre mémoire et dans votre quotidien. On va passer donc à la phase exécution. Et là, parce que je commence à avoir de l'expérience après ces 4 à 5 années à avoir accompagné 150 professionnels dans le prisme qui voulaient bâtir des connaissances profondes pour leur métier, la phase d'exécution, elle choque toujours un petit peu, parce que on se dit, mais moi j'ai toujours aimé prendre des notes, et puis voilà, quand j'ai pris ma note, que j'ai fait ma petite reformulation, que j'ai noté mes informations que je trouve hyper pertinentes, etc., j'aime bien refermer ma note et partir vaquer à mes occupations, et après j'aime bien me plaindre du fait que je ne retiens rien, etc. Mais non, il va falloir faire un peu plus loin, il va falloir faire quelque chose avec ces connaissances pour pouvoir les ancrer véritablement. En tout cas, c'est ce que nous dit la science de l'apprentissage, et ici on va parler de ce que Goldwitzer, qui est un scientifique de l'apprentissage que j'aime beaucoup, qui nous parle de l'implementation intention, qui nous dit que définir quand, dans quelle situation et pourquoi on va appliquer des connaissances et faire cette application va littéralement décupler notre capacité à la retenir. Pensez à toutes les fois où vous avez utilisé les tables de multiplication dans votre vie, et vous comprendrez pourquoi vous les retenez aussi bien. Bon, aussi parce que vous les avez apprises par cœur, mais à l'inverse, le théorème de Thalès, si vous n'êtes pas géomètre ou architecte, il est probable que vous ne le connaissiez pas vraiment parce que vous ne l'utilisez pas vraiment. Et là, on va réutiliser ces principes simples, mais que vous omettez continuellement dans vos systèmes de prise de notes, en tout cas dans les systèmes Zettelkasten. Et aujourd'hui, on va décider, dans la partie exécutée, d'un objectif, d'une deadline, c'est-à-dire d'une date avant laquelle vous allez appliquer ces connaissances-là. Idéalement, ce que je recommande dans le prisme, c'est de leur donner un délai maximal d'1 semaine à 10 jours. C'est-à-dire qu'ici, moi la note, je l'ai écrite le 27-12-2025, et l'objectif que je me suis donné, c'est le 03-01-2026.
Ici, ce que j'aime faire de temps en temps, c'est de faire une matrice, une représentation matricielle, où en haut à gauche, je vais me dire le déclencheur, c'est-à-dire quelle va être la situation où je vais appliquer les connaissances que j'ai vues dans ma note, donc par exemple dans la partie assimilée. Et le déclencheur, ça va être de me dire, bah, avant d'ouvrir le livre, par exemple un classique, eh ben, j'écris la question à laquelle je veux qu'il réponde. Là, à quoi ça fait appel? Ça fait appel dans la partie assimilée à la partie lecture Calvino, où on avait dit que Calvino définissait une lecture intelligente d'un classique comme étant une lecture qui était une enquête grâce à une question que le lecteur se pose. Et voilà, là c'est ce qu'on essaye de faire. On va se dire, bah, la prochaine fois que je vais lire un classique, je vais me poser une question bien précise avant de m'y lancer. Et ça va m'aider, selon Calvino, à avoir une lecture beaucoup plus intéressante qui va nourrir à ma pensée, c'est-à-dire qui va répondre à la problématique de ma note. Deuxième étape, les difficultés. Je vais noter quelles sont les choses qui, quand moi je me projette dans cet exercice, vont être des freins. Je me connais un petit peu. Je sais que je vais me laisser emporter par le récit. Ou alors je vais me dire, bah ça ne vaut pas trop le coup de me poser la question, c'est pas très intéressant, faut que je lise, c'est surtout ça qui m'intéresse. Or ça, précisément, c'est le piège. Je vais ne pas m'informer sur le livre, c'est-à-dire que je vais poser une question un petit peu générale sans aller voir de quoi parle le livre, peut-être sur Wikipédia ou voir d'autres lecteurs qui l'ont lu, etc., etc. Et en dessous, je vais donner des conditions de réussite et des conditions d'échec qui vont me permettre de dire si oui ou non, quand j'ai appliqué ces connaissances, je l'ai bien fait ou je l'ai mal fait. Donc la réussite sera, eh ben, effectivement, je pourrais formuler à voix haute ce que le livre m'apprend sur le réel et sur mon problème sans aucune aide. C'est-à-dire, bah, je veux pouvoir le faire de tête. Ça, c'est ma condition de réussite. Effectivement, je pourrais dire qu'un classique aura nourri ma pensée si je suis capable de formuler ce qu'il m'a appris sans aucune aide. Et deuxièmement, ce sera un échec si je ne connais que le récit, pas ses leçons, c'est-à-dire que j'ai fait une lecture scolaire, ou alors que je n'ai pas d'application réelle dans ma vie, c'est-à-dire que bah, j'ai lu le bouquin, mais en soi, ça s'applique en rien. Voilà notre note. Hein, ça, c'est un template très efficace pour votre mémorisation. Vous avez un tunnel que vous pouvez appliquer, quelle que soit la situation, quelle que soit la complexité, etc. Ce que je vous recommande, c'est de toujours rester sur une page si possible. Vous allez trouver ça difficile au départ, mais ça force la synthèse, ça force le travail synthétique qui, encore une fois, améliore la mémoire. Et aujourd'hui, on va pouvoir passer du coup aux deux dernières étapes un petit peu décisives de système de prise de notes, c'est-à-dire bah, une fois que je sais faire ces notes-là, comment est-ce que je fais pour en faire un outil qui transforme chaque lecture mécaniquement en connaissances durables. Si ce que je viens de te décrire te parle, c'est-à-dire que tu prends des notes depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, que tu n'arrives toujours pas à retenir, t'as pas envie d'aller les relire, et que tu as des objectifs professionnels ou personnels avec tes lectures et que ça t'importe vraiment, ce que je t'encouragerais à faire, c'est de passer le test Prism. C'est un test que j'ai construit basé sur l'essence de l'apprentissage, qui est complètement gratuit et qui en 3 minutes va te faire un diagnostic intellectuel complet de ton système d'apprentissage et va te donner la prochaine technique que tu dois utiliser à ton niveau pour te faire passer un cap intellectuel. C'est vraiment la première chose que je ferais à mon sens et qui a aidé des centaines, voire même des milliers de professionnels que j'ai accompagnés depuis les 4 dernières années. L'étape numéro 3 de ce système de prise de notes, c'est qu'une fois par semaine, moi, ce que je fais généralement le dimanche après-midi, c'est d'aller relire tes notes PAE de la semaine. Si tu en as fait une, bah, ce sera plus simple. Si tu en as fait 2 ou 3, bah, tu vas le voir aussi assez rapide. Ça prend une quinzaine de minutes environ. Et ce qu'on va faire, c'est vérifier le E, c'est-à-dire vérifier que l'exécution a bien été faite. Si elle n'a pas été faite, eh ben, ce sera intéressant pour toi de voir qu'est-ce qui, dans la définition de ton exécution, n'a pas été bien fait. Peut-être que tu t'es donné une deadline trop courte. Peut-être que le test, eh ben, finalement, l'exécution s'était pas vraiment présentée. Donc ça te permettra d'avoir une amélioration et un système d'amélioration pour tes prochaines notes PAE de la semaine suivante, par exemple, en te disant, bah, du coup, je vais me donner des deadlines plus tard, ou alors je vais pouvoir m'interroger sur si la partie P de la note était vraiment bonne, est-ce que c'était une problématique qui m'intéressait vraiment, ou est-ce que là, maintenant, quand je relis la note, c'est plus trop un sujet qui m'intéresse. Bref,
Ce que ça permet en fait, c'est une boucle de feedback, c'est-à-dire une boucle d'amélioration de ta prise de notes que permet cette relecture hebdomadaire. Et moi, en tout cas, c'est elle que j'utilise avec les lecteurs que j'accompagne dans le Prisme, et c'est celle qui permet d'avoir les plus gros gains en termes de progrès et en termes de niveau intellectuel. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cet exemple un petit peu détaillé vous aura plu aussi. Ça m'a fait plaisir de repasser sur Calvino. Ça me fait plaisir de revenir vers vous et de pouvoir refaire des vidéos assez régulièrement. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite.